toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Bitcoin, on va parler aussi d'économie, puisque lorsqu'il ne se passe rien sur le marché, on regarde ce qui se passera potentiellement demain. On va éventuellement parler récession ici, anticipation des bénéfices. Pourquoi? Puisqu'on rentre dans une période de résultats au niveau des entreprises, notamment américaines, on va les regarder précisément. Je ferai un petit comparatif entre Discovery, donc Warner Bros, et Atos, puisque deux entreprises qui ne se ressemblent pas, mais dans les chiffres qui sont quand même aux antipodes. Et je ne comprends pas très bien au niveau des représentations chartistes et graphiques par rapport à une perte de confiance qu'il y a vis-à-vis d'une entreprise par rapport à une autre. J'aimerais qu'on en parle en fin de vidéo. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais en avant, on parle d'abord Bitcoin et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, court, moyen, long terme, cryptoactifs comme les actions. Et on va parler un peu actions puisque on aura des résultats tout au long de la semaine prochaine jusqu'à mi-février. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, l'académie est ouverte, on est plus d'une centaine à avoir rejoint depuis septembre 2023. Le lien sera dans la description, venez découvrir un petit peu tout ce qu'on peut proposer au sein de cette académie. On a des lives le lundi, le mardi ainsi que le jeudi, tous les midis et les replays disponibles. Donc depuis le début de septembre, nous avons réalisé 46 vidéos d'environ 1h30. N'hésitez pas à venir les découvrir si ça vous intéresse. Bon, on va parler Bitcoin. Toujours dans ces ranges, on a cassé ce range par le bas, on ne parvient malheureusement plus à le réintégrer ce range. Est-ce que ça veut dire que c'est baissier? Non, pas du tout. On a juste fait une réintégration, donc qui dit réintégration dit généralement consolidation en vue potentielle d'une direction. Maintenant, il ne se passe strictement rien. Tous les catalyseurs ont été pricés par le marché, notamment l'arrivée de ces ETF au comptant Bitcoin. On va également en parler, notamment par rapport aux apparitions dantesques à Davos de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan. Je cite, Bitcoin, c'est de la merde, arrêtez de m'en parler. Mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans cette réflexion, puisque c'est vrai qu'on peut potentiellement en sortir ces petits bouts de phrases de leur contexte. Et il est normal que ce type de personnes défendent leur beefsteak. Et on va parler ensemble, je vous donnerai tout simplement mon opinion. On a comblé ce petit gap. Vous vous rappelez qu'on avait un petit gap CME qui s'était positionné en janvier? Bon bah, on a eu juste suffisamment de force pour aller le combler ici sur des time frames en 4 heures. Donc il en reste un petit peu plus bas. Donc si vous voulez éventuellement jouer le play, ce serait plutôt intéressant d'essayer d'aller chercher les 40 000 $. Pour pourquoi pas aller chercher un petit peu de liquidité qui se trouve complètement logique en bas ici. Donc hop, petite réintégration et on peut jouer un magnifique retour en haut de range. Ça peut être intéressant à jouer. En tout cas, moi personnellement, je pense que je le jouerai. Puisque ce sera juste une prise de liquidité. Hein. Donc on n'a pas réellement de catalyseur. Bon, on commence à entrevoir quelques news, notamment du côté de la SEC, etc. Mais rien de bien neuf. Donc dès lors, on joue ici des ranges et on joue des bornes de range. On achète les bas de range et on vend les hauts de range. Si ça venait sans catalyseur et sans news fondamentale forte par rapport au marché crypto, honnêtement, je prends cette poche de liquidité qui viendrait gonfler ce cap que sur une réintégration. Hein, je me réexplique, c'est très simple. Vous avez un haut de range, un bas de range ici. On vient chercher et on comble le gap CME. On vient faire le pullback. Si on réintègre au niveau de ce range avec une bougie d'émotion, confirmation, acceptation, on joue l'accélération avec une reprise un petit peu de volatilité, mais toujours au sein de range, et on va taper les bornes hautes, les bornes basses, et généralement on met un TP sur des ratios potentiellement de 1 pour 1, donc je le mets un petit peu comme ça. On va chercher une zone de rechargement de vente logique, entre les 618 et les 786, on viendrait chercher potentiellement le déséquilibre, ça peut être joué. Maintenant, si on fait l'inverse, en somme, si on vient chercher avec un petit peu de force, sans pour autant avoir une news catalysante, cette zone de rechargement, il y a un mot-play pour pouvoir shorter, tout simplement, donc bas de range, donc sur les zones basses de range, zone haute de range, donc on vend les zones hautes de range, on achète les zones basses de range, et plus on va continuer dans le temps, et plus on peut éventuellement essayer de consolider sur une forme de triangle de contraction, sachant que les divergences baissières ont été confirmées sur Bitcoin, quel que ce soit en daily, même en weekly. C'est pas très joli à observer, mais nous l'avons eu également en weekly. On peut le revenir ensemble juste ici. On a toutes les divergences qui ont été confirmées. On avait même cassé ce triangle de contraction ici par le bas. Généralement, on peut aller éventuellement espérer un petit pullback, un retour ici au niveau de notre RSI avec un petit peu de force et de volatilité pour aller chercher cette zone de rechargement de vente logique. Toujours aller chercher ça et malheureusement peut-être faire un nouveau plus bas. Généralement, ce sont les plus difficiles à jouer, ces trades en contre-tendance, mais généralement les trades les plus ardus dans notre psychologie qui est plutôt toujours euphorique actuellement, plutôt positive ici, sont généralement les plus rentables. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire de ce côté-là. On fait un tout petit peu d'order flow. Il ne se passe pas grand-chose, pour être tout à fait honnête avec vous. On est toujours en jaune de danger au niveau des open intérêts. Je suis ici en 4 heures. Les fundings redeviennent très légèrement positifs. On peut le voir ici
au niveau, on reviendra juste après sur les maps de liquidité, mais on est revenu dans du positif ici. On l'était bien plus il y a une semaine en arrière. Là, on a vu cette fameuse descente un petit peu aux enfers de moins 10%, moins 12%. Donc on revient sur des footings positifs. Donc la liquidité s'accumule davantage en bas puisqu'on paye les vendeurs à découvert pour pouvoir apporter de la liquidité. Donc il semblerait que la liquidité se trouve plutôt au sud ici. Et effectivement, cela confirme tout simplement avec ces maps de liquidité, notamment sur Bybit. Vous avez exactement la même chose sur Binance ou sur OKEx ou d'autres maps de liquidité. Vous les avez ici, c'est complètement gratuit sur Coinbase. Donc vous avez des magnifiques clusters de liquidité jusqu'aux 25 000 $ et ça on peut le retrouver sur DecenTrader, si vous voulez l'observer également, DecenTrader. C'est complètement gratuit également et vous avez ces grosses maps de liquidité même jusqu'aux 20 000 $, tout simplement. Donc allez y faire un petit tour, puisque généralement le marché se nourrit de liquidité, pour éventuellement essayer d'exécuter un maximum d'ordres. C'est ce que font les whales. Les whales n'achètent pas forcément dans les tendances, n'achètent pas forcément les breakouts. Ils ont des énormes quantités d'ordres à passer, des énormes volumes de quantités d'argent à passer, et ils ont besoin de stops complètement évidents pour pouvoir en exécuter une pari. Leur objectif, c'est comme le nôtre. On achète plutôt quand ça baisse, et on essaye de lisser notre prix moyen par le bas. C'est exactement ce que font les whales. Ils n'essayent pas de lisser leur prix moyen vers le haut. Et en parlant de prix moyen vers le haut, j'ai vu ça, je ne sais plus où est-ce que c'était. C'était voilà, juste ici, au niveau de Glassnode, qui nous propose le degré de profit et perte non réalisée détenu par les bitcoiners. Les détenteurs à long terme peut être mesuré par rapport à l'LTH Nupper. Cette mesure a atteint 0,55 cette semaine, ce qui est significativement positif et place les investisseurs moyen long terme en profit non réalisé de 55%. La dernière fois que c'était arrivé, c'était ici, en août 2020. Et derrière, bon, petit retracement, on passe du vert au jaune. Ici, juin 2019, on est dans le vert, on passe dans le jaune. Ici, en juin 2016, on est dans le vert, on passe dans le jaune avec des petits pullbacks, des petits retracements, près de 15-20% à peu près. On pourrait aller chercher des necklines ici au niveau des supports. Donc les supports sont censés tenir. Le prochain support de notre côté, c'est aux alentours des 32 000 $. C'est aussi une target d'Hermès plutôt à la baisse ici sur un pullback. On avait exactement la même chose en août 2012. On est passé dans le vert et hop, on repasse ici dans le jaune. Et on fait des magnifiques petites pullbacks. Bon, j'ai envie de dire jamais 500, jamais 405 ou jamais 506. On peut éventuellement essayer d'observer à très court terme le même mécanisme de prise de liquidité. On sait pertinemment qu'il y a de la liquidité qui se trouve actuellement beaucoup plus bas sur des stops complètement évidents et on peut même aller chercher les 32 000 $ sans aucun problème. En parlant de ces maps de liquidité, vous les avez également ici, vous avez des ordres qui sont positionnés en limit buy, en buy limit ici, notamment sur Coinbase. Donc le market maker, on se devoir tout simplement d'aller exécuter un maximum d'ordre pour donner satisfaction et apporter de la liquidité au marché avec un minimum de slippage, donc c'est la différence de prix entre le prix de position en buy limit par rapport au prix réalisé, donc sur le marché, entre les bids et les asks ici, entre les takers et les makers ici. Donc il semblerait qu'il y ait quand même un peu plus d'ordre disponible plutôt au sud qu'au nord, on le voit également sur Deribit, vous avez petit cluster de liquidité qui se trouve en dessous, ici au nord. Bitstamp, Bitfinex également, je crois que c'est assez similaire. Voilà, c'est exactement similaire. Donc il y a des gros quantités d'ordre en buy limit ici qui attendent patiemment, tranquillement, que le cours vienne hell. Donc on peut aller chercher cette liquidité-là et on peut, nous, en tant que trader amateur, range trader, sur des formes de manipulation ou déviation de cours, jouer les réintégrations. Puisque généralement, s'il y a des réintégrations, c'est pour aller viser le haut du range. C'est exactement ce qu'on a vu précédemment. On fait une déviation en manipulation, réintégration. On est parti jusqu'au 49 000 $ et on réintègre ici avec une mèche de liquidation jusqu'au 41 000 $. Donc bas de range ici, vous le voyez. Comme moi. OK, que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas positionné. Donc on voit également des petits buy orders ici, positionnés tranquillement aux alentours des 36 000 $. Également ici les 40 000 $. Et celui-là a probablement été exécuté. Et quand OKEx s'y met, généralement, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc vous avez des ordres qui descendent ici jusqu'aux 32 000 $. C'est aussi ma target personnelle. J'ai fait un petit tour d'horizon. Maintenant, si on doit aller chercher notre boussole, une boussole qui peut être utilisée comme un repère temporel dans le temps, on peut aller faire un petit tour au niveau des options sur le 26. On a des max paying price à 41 000 $. Le strike price ne sera très probablement pas récompensé ici, 50 000 $. Et en fonction de la date à laquelle ces strikes ont été pris, et on le sait que ça fait relativement longtemps, même à 50 000 $, il serait perdant. Pour être tout à fait honnête avec ceci étant dit, je réfléchis. Ouais, non, il serait. Si vous le prenez maintenant pour demain, donc pour dans 10 jours, vous êtes gagnant sur les 47 000 $, mais si ça a été pris il y a plus de 2 mois par exemple, même à 50 000 $, vous êtes quand même perdant. Donc il faudrait au moins le tirer jusqu'à 52 000 $. C'est pour ça qu'on explique en fait sur les max paying price et les strike price à plus ou moins 2 000 $, ça peut fonctionner. Donc, mais
ce strike, ça fait longtemps qu'il y est à 10 000, à 10 000 bitcoins. Je crois que ça fait au moins un mois et demi. Et même à 50 000, à mon avis, il ne serait pas gagnant. Si vous l'avez ici également sur février, je crois, voilà, 23 février, vous avez ce même strike ici à 50 000 $. Et si vous partez même jusqu'en juin, 28 juin 2024 ici, le max net price est à 32 000 $, avec des calls soigneusement positionnés, ici aux alentours des 60 000, 55 000, 50 000 $, etc. Qu'est-ce qu'il nous faudrait finalement pour essayer d'atteindre ces strike price? Il nous faudrait de la visibilité, il nous faudrait des certitudes et non pas de l'incertitude. Et en parlant d'incertitude, il y en a un paquet des incertitudes. La première, elle est ici, me semble-t-il. Voilà, Ripple, XRP, retarde son entrée en bourse à cause des régulateurs US. Bon, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on en parle de cette introduction en bourse. Je crois qu'on en parle depuis 2020, me semble-t-il, les introductions en bourse de Ripple. Mais ce qui est super intéressant, comme ça vous le notez quelque part, je sais pas où est-ce que si vous avez un paper trading ou un truc comme ça, essayez de le noter quelque part ou sur un post-it ou sur TradingView directement dans Ripple. Vous le notez et on connaît actuellement la valorisation potentielle de Ripple par rapport à un rachat d'actions qu'ils sont en train de mettre en place. Donc c'était le 11 janvier dernier, Ripple valorisait 11 milliards de dollars dans le cadre d'un rachat d'actions. Et là, vous comprenez bien, ce qu'ici, aujourd'hui, Ripple est valorisé 11 milliards de dollars et que peut-être dans 6 mois, voire dans un an, en fonction d'un cadre juridique, voire des procès que la SEC perdrait face à ses défenseurs, tout simplement, parce que c'est plutôt les attaquants ici au niveau de la SEC. Si vous voyez que Ripple, en fait, fait une LDO ou une IPO directement à, je vais dire une bêtise, 100 milliards de dollars, vous avez compris qu'il y a 6 mois en arrière, ils ont fait un rachat d'actions sur une valorisation de 11 milliards. Donc je ne pense pas que ce sera 100 milliards, je pense qu'on sera probablement plus près des 10-20 milliards de dollars, mais vous avez compris un petit peu ce ratio, puisque c'est quelque chose qui va être effectué, donc c'est sensiblement la bonne valorisation de Ripple. Ici, ce serait les 11 milliards de dollars. Donc si vous voulez éventuellement y jeter un œil, on essaye de se caler dans les rails en fait de ce rachat d'actions, tout simplement. Si c'est à 30 milliards, ce sera probablement 3 fois survalorisé par rapport à ce qu'il n'y a été il n'y a que quelques mois en arrière. Et la conjoncture n'aura rien à voir avec la situation de la valorisation à un instant T. On ne va pas multiplier par 7 le nombre d'utilisateurs de ces technologies en l'espace de 6 mois, en tout cas j'en doute personnellement. Il faudra vraiment avoir un œil dessus. Notez-le, je m'en souviendrai personnellement, parce que ce sont des choses qui sont gravées dans ma mémoire. Donc si jamais on voit quelque chose qui se décante par rapport à cette introduction en bourse, à l'instar de Circle, qui fait exactement la même chose au niveau d'une potentielle introduction en bourse, mais actuellement, ça ne marche pas trop bien, pour la simple et bonne raison que ceci... Ah mince, à chaque fois c'est pénible, ça, parce que ça me met le gros placard. Bref, je vous montre juste ça, je pense que je peux pas baisser ou pas? Ah non, je peux pas baisser, c'est pénible. Bon bref, je vous le relis si vous le retrouvez au niveau de zone bourse, parce que c'est vrai que je suis pas inscrit, bon c'est pas très grave. Je pensais que j'étais inscrit. Bon, Coinbase et la SEC au tribunal, donc c'était le 17 janvier à 18h05, donc c'était hier tout simplement. Et j'ai bien aimé la phrase de la juge qui dit à la SEC, ou en tout cas au représentant, à l'attaquant vis-à-vis de la SEC, qu'on lui demandait tout simplement de statuer ou d'élargir le cadre de représentation de ce qu'est une securities, ou de ce qu'est un titre juridique, un titre financier, pardon. Une action en somme. Et ça, la juge, elle n'est pas trop d'accord. Voilà. Donc actuellement, on est encore, malgré tout ce qu'on peut penser, toujours dans ce clivage, dans cette polarisation entre ce que les acteurs de la crypto-monnaie expliquent, essayent de témoigner, comme quoi, non, les cryptoactifs ne sont pas des titres financiers. Dès lors, la SEC n'a aucun droit de regard ou aucune position juridique ou aucun levier pour pouvoir contraindre ou infléchir ou diriger ou obliger ou tout ce que vous voulez vis-à-vis de ces porteurs de projets crypto, quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand. Et actuellement, Ripple, la SEC, pardon, pas Ripple, mais la SEC dit si, c'est bien un titre financier et je demande, vous, la juge, d'élargir et de marquer noir sur blanc que toutes les cryptoactifs sont bien des titres financiers. Donc on sait que il y a quelques mois en arrière, c'était en 2023, donc il n'y a pas tout à fait un an, que Ripple avait gagné un premier procès vis-à-vis de ses accusateurs, donc la SEC. On peut reprendre par rapport à XRP. J'ai eu pas mal de commentaires dans le sens où on dit non, il ne faut pas forcément regarder XRP par rapport à ce qui est en train de se passer vis-à-vis des régulations. Je pense que c'est quand même un bon catalyseur. Je pense franchement que c'est une bonne boussole à observer au niveau du XRP. Donc voilà, elle est juste ici. Et généralement, quand tu prends des bonnes décisions de justice, le cours il pump. Bon, on revient un petit peu dans les cordes parce que c'est assez violent, mais bon, ça prend 100%, quoi. Et ça, c'était exactement, donc c'était en juillet 2023, là où la juge avait expliqué que Ripple n'est pas une securities, en tout cas était une securities, mais n'est plus une securities, donc c'est pas une securities, on sait pas vraiment trop en réalité.
parce que bon, entre les lignes, c'est pas évident à décortiquer, mais techniquement, c'était plutôt positif et le cours a réagi plutôt à la hausse. Et je pense que ce type de narratif, ce type de décision juridique qui ferait office de jurisprudence aux États-Unis, en sachant qu'ils ont une grande liberté et un très grand pouvoir de jurisprudence, il faut comprendre que la quasi-totalité des décisions de justice aujourd'hui ne sont pas forcément écrites par rapport à des textes de loi réalisés, mais font à... J'ai pas envie de dire une bêtise, mais je pense que je suis pas très éloigné de la vérité si je dis 97% sont directement décidés par jurisprudence. Voilà, donc je pense que ça fera pas cas d'exception. Confirmez-moi dans les commentaires si je m'éloigne de la vérité. Mais techniquement, je pense qu'une décision de justice en faveur ou en défaveur des cryptoactifs catalysera l'intégralité du bull run. Ou du alt season, si on veut éventuellement le prétendre comme ça. Je suis plutôt positif, puisque si les juges sont élus par leurs administrés, il faut savoir qu'aux États-Unis, les juges sont élus, généralement, donc ils sont là pour, j'ai pas envie de dire ça, mais faire plaisir à la population. Je pense que s'il y a suffisamment d'utilisateurs et de cryptophiles aux États-Unis, ça devrait se passer plutôt conformément à nos attentes et de relancer un magnifique bull run bien catalysé par un cadre juridique qui ferait office de jurisprudence. Et à ce moment-là, la SEC ne pourra malheureusement pas faire grand-chose, tout simplement. Donc l'objectif, c'est pour moi de recréer un cadre juridique, mais dans l'attente de ce cadre juridique, c'est de l'imposer par rapport à une décision de justice qui désavouerait, c'est peut-être pas très bien dit, mais grosso modo, ne validerait pas les attaques de la SEC et ne conformerait pas l'ensemble des titres des financiers par rapport à une crypto-monnaie. Voilà. Le nouveau PDG de JP Morgan traite Bitcoin de merde et dit qu'il n'en parlera plus jamais. Bon, je vais être très clair avec ça, on en a déjà parlé, je pense que c'est important d'en reparler. Je vous le dis en toute franchise, n'écoutez même pas ça, ça sert strictement à rien, on s'en fiche complètement de ce qu'ils pensent ces gens-là. Mais si vous voulez, il dit aussi dans cette même interview que la blockchain est réelle. La blockchain est une révolution, est une innovation technologique sans commune mesure exceptionnelle. Il a juste un problème avec ses crypto-actifs, avec ses tokens. Évidemment, dès que vous mettez un token dans la moulinette, c'est gage de décentralisation. Vous comprenez bien que ce type de personne souhaite tout sauf de la décentralisation. Donc il défend le système, il défend son système et il défend ce pourquoi il est là. Le big boss de JP Morgan, la plus grosse banque du monde jusqu'à preuve du contraire. Donc il n'est pas contre ces technologies-là, il est contre Bitcoin parce que c'est un grain de sable dans son système, dans le rouage de son système hyper centralisé. Il faut juste le comprendre comme ça. Donc évidemment que le consensus social fera que il finira très probablement par changer d'avis comme ses confrères. Et ça, ce sera tout simplement par rapport au nombre de personnes qui souhaitent quitter son empire, sa banque, si vous voulez, vers d'autres banques qui seraient-elles plus crypto-friendly. Ceci étant dit, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore d'actualité, puisque la dernière fois qu'on a parlé d'une banque un petit peu crypto-friendly, ça s'est extrêmement mal passé vis-à-vis de Silvergate ou Silicon Valley Bank, pour information. Et ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement présent dans les esprits. Je vous fais juste un petit clin d'œil vis-à-vis de Donald Trump, qui nous explique que lui, président en 2024, il ne permettrait jamais d'avoir une CBDC, donc une crypto-monnaie de banque centrale, ou une cryptocurrency, ou une crypto numérique de banque centrale. Oui, on l'appellera peut-être différemment à ce moment-là, comprenez-le comme ça. Entre ce qu'on dit pour se faire élire et ce qu'on fait quand on est élu, c'est deux choses complètement différentes. On n'est pas de la pluie, donc partez du principe que si ça ne s'appelle pas une CMBC, ça s'appellera une CMBB ou une CBBCC, et ce sera juste pas du tout pareil. Si aujourd'hui quelqu'un arrive à me trouver une traduction claire, limpide de ce qu'est une crypto-monnaie de banque centrale ou une monnaie numérique de banque centrale, je suis franchement preneur. En fait, on ne le sait absolument pas ce que c'est. Il n'y a aucun écrit qui décrit précisément ce qu'est une monnaie numérique de banque centrale. On ne le sait pas en fait. On sait juste que c'est programmé, éventuellement. Donc ça, cette idée de programmation, on sait aussi que c'est centralisé. Mais après, au-delà de ça, on n'en sait rien. Donc vous mettez ce que vous voulez, et au pire, ce ne sera pas une monnaie numérique de banque centrale, ce sera autre chose si ça permet de perpétuer le système tout entier, tout simplement. En somme, sauver l'Amérique, comme il a tant été fait dans le passé. J'ai 3 petites choses aussi à vous dire, et je finirai là-dessus. Je vous le collerai directement sur le Discord, faites une capture d'écran, reprenez-le, c'est gratuit, c'est directement sur le Twitter du Whisper. Vous avez l'intégralité des résultats d'entreprise qui vont être délivrés jusqu'à mi-février. Je vous le dis franchement, j'aurai un œil extrêmement avisé sur les résultats de ces entreprises-là et les chiffres d'affaires générés par ces entreprises-là, parce que ça va très probablement catalyser une direction récessionniste
ou non. En fait, c'est ça qu'on attend au niveau du coup près. Actuellement, je vous le dis, le marché ne price absolument pas une récession. Or, ça fait des mois qu'on voit les indicateurs techniques se dégrader, micro et macroéconomiques, notamment sur le sol américain et européen. On sait que l'Allemagne est rentrée en récession. On sait que la France, avec un petit calcul savant sur un bout de papier, visiblement c'est 0,01, mais vous avez compris, c'est probablement pas suffisant. Et les États-Unis dégradent par rapport à leur croissance, ça on l'a par rapport à la Fed d'Atlanta, sur du 2,4, tout petit peu au-dessus du consensus. Mais ces indicateurs seront révisés en fonction des résultats des entreprises que nous allons être exposés dans les prochaines semaines. Les prochaines semaines, c'est 15 jours à peu près, un peu plus de 15 jours, 25 jours. Comprenez-le comme ça. Donc moi, c'est un gros warning, c'est clairement un indicateur extrêmement important par rapport à une tendance future, pas que sur le premier trimestre, mais sur le deuxième et sur le troisième trimestre. Et actuellement, on le voit au niveau gourou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous reprenez des vidéos précédentes, on était à 226 il y a encore 6 mois en arrière par rapport aux estimations de bénéfices au niveau des entreprises du S&P 500 et on est passé à 216. Donc il y a une forme de dégradation par rapport aux estimations de bénéfices qui étaient peut-être un petit peu trop optimistes. Donc là on est en train de les revoir à la baisse, mais est-ce que vous le voyez au niveau du S&P 500 ? Moi je le vois absolument pas. Et je vous le dis en toute franchise, je le vois pas. Maintenant vous avez deux cas d'école. Je vous le dis le premier et je vous le dis le second. Et je vous donnerai la moralité de l'histoire. On sait que les indices ne price pas ce qu'ils croient, mais price plutôt ce qu'ils voient en fonction d'une tendance en devenir. Exemple, une récession par rapport à des dégradations d'indicateurs techniques, macroéconomiques ou microéconomiques. Il faut comprendre aussi quelque chose d'important, c'est que si le consensus intègre une récession ou une possible récession, on ne va pas commencer par la récession, on va commencer par une possible récession en 2024, on se prend moins 20% dans les dents. Je vous le dis en toute franchise, on se prendra moins 20% sur le S&P 500. Vous le prenez là, vous mettez moins 20%, on se retrouve en dessous des 4000 points. Si la récession est avérée, on se prendra en minimum 25 points de base et en fonction de la dureté de la récession anticipée, jusqu'à moins 35%. Donc moins 35%, ça nous fait quand même passer en dessous des précédents lots. Honnêtement, c'est pas très propre, c'est pas très beau. 3000 points. Alors actuellement, vous allez dire, ça se passe pas, on le voit pas, donc on le joue pas. Et vous avez tout à fait raison de ni le jouer, ni le voir, ni de le croire, puisque actuellement, on l'a pas sous les yeux. Mais on finira bien évidemment par l'avoir. S'il devait se passer, on le saura de toute manière. Maintenant, j'entends beaucoup de choses qui disent que les doubles bottom ou les doubles top, ça n'existe pas vraiment. Donc on a cassé, on fait des magnifiques cassures haussières et on continue à essayer de grinder au niveau de ces ATH vis-à-vis du S&P 500. Il faut savoir que le S&P 500 adore cracher sur les sommets. Je vous reprends les 2, 3, 4 dernières si vous voulez, on peut le faire ensemble. En 2018, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on s'était emballé de façon extrêmement vive par rapport à un risque récession imminent. En fait, ça s'est fait extrêmement rapidement. En fait, en quelques semaines, on avait complètement basculé du coepsé obscur de la force et on avait potentiellement anticipé une récession dure, du jour au lendemain. Le marché avait perdu 20%, ici, et on était sur un nouvel ATH. Et vous comprenez qu'on était très proche de ce fameux double top ici. On fait une déviation, réintégration, ce que ne veut pas le voir, les boules, généralement, ce sont des réintégrations. On va chercher un bas de range et on craque dans l'hypothétique ou l'hypothèse d'une récession à venir. Finalement, on en a échappé. Si on revient un petit peu dans le passé, on a exactement la même chose qu'en 2008, en fait. La récession de 2008 ou la crise financière de 2008, donc s'il y a une récession, c'est moins 25, moins 35. Si c'est une crise, c'est moins 50, voire un peu plus. Il faut le comprendre aussi comme ça. Pour l'instant, on ne le voit pas du tout, mais techniquement, on était exactement dans le même contexte de marché. On était très proche des ATH. Et puis derrière, on avait perdu sur une récession. Et on était bien en récession, et même Warren Buffett nous expliquait en 2008 que ça fait déjà 1 an qu'on était en récession, etc. Et on avait perdu nos moins 25%. La crise fait que beaucoup pensaient à ce moment-là, et j'ai une pensée pour Jérôme Kerviel qui avait rajouté à ses perdants un levier extrêmement agressivement, notamment sur les marchés asiatiques, à moins 25%, ce qui n'était pas un mauvais play. Sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement, vous avez compris un petit peu l'histoire, ou les 0,50% du mouvement précédent, un marché peut retracer de moitié en moitié de temps, etc. Mais finalement, crise financière, perte de confiance, et tout s'écroule, tout simplement. Donc on revoit en fait un petit peu ces mêmes
ces mêmes similitudes par rapport à ce qui s'était passé précédemment, où le marché, en cas de récession, aime bien aller titiller ses tops de marché et ses ATH. Bon, ça, c'était une chose, je pense, importante. Est-ce qu'actuellement on peut le jouer? C'est difficile à jouer. Est-ce que certains le jouent? Oui. Michael joue depuis bien longtemps, sur notamment les contrats options, un cataclysme financier, me semble-t-il, depuis juin 2023. Actuellement, il est plutôt dans son perdant vis-à-vis de ces puts qu'il a emmagasinés à plus de 1,3 milliard de dollars, ou 1,8 milliard de dollars, ou 2,3 milliards de dollars, je ne sais plus. Mais bon, c'est pas grave, il paye juste une prime, et je sais même pas si ça... On n'entend plus parler de Michael Burry. Donc j'essaierai de retrouver une news, d'ailleurs on en parlera juste après avec les académiciens. Ça peut être intéressant éventuellement d'aller pousser de ce côté-là, parce que j'ai plus vu une news depuis des mois de ce bonhomme-là. Bon, je sais pas ce qu'il fait, bon, peu importe. Vous avez compris un petit peu toute cette schématique. Donc il va falloir en fait avoir cette représentativité, cette conscience-là, pas forcément pour l'anticiper, pas forcément pour la jouer, mais au moins pour la scénariser. En somme, en quoi serait-ce une opportunité pour moi? En somme, gardez du cash et soyez patient et attendez que le marché vienne à vous. Je vais juste un tout petit peu plus loin, puisque même au niveau des cryptocurrencies à l'époque, c'était donc de septembre 2018 à décembre 2018 juste ici, vous le reprenez comme moi, donc septembre, top de marché, octobre-septembre 2018, top de marché, jusqu'à décembre 2018, janvier 2019, où notre ami S&P avait perdu moins 20%, dans une hypothèse de récession dure, finalement, qu'on avait échappé. Bitcoin n'a pas fait exception. Et je doute franchement que Bitcoin refasse exception, en fait, ou fasse exception, quels que soient en fait les narratifs que nous avons actuellement. Si vous prenez par rapport à septembre 2018, ici, par rapport à décembre 2018, janvier 2019, on avait perdu 50%. Donc je ne pense pas que l'ensemble des cryptocurrencies, l'ensemble des marchés feront exception dans le cas d'une récession, là où le besoin de liquidité est plus que présent, et c'est relativement liquide, notamment sur les cryptocurrencies. En tout cas, c'est facile de récupérer du fiat, au même titre que les actions, il faut juste le comprendre comme ça. Ça reste des marchés à risque, volatiles oui, mais à risque également, et ça ne fera très probablement pas exception. Dès lors, on aura une réelle opportunité si 2024 n'est pas si florissante qu'on laisse présager par rapport à des anticipations de bénéfices qui sont déjà en train d'être revues à la baisse actuellement, et on le voit particulièrement son gourou, et on est proche des ATH, et malheureusement c'est toujours la même chose, c'est le risque-récompense. Est-ce que vous avez un risque-récompense totalement optimisé quand on arrive proche des ATH, notamment sur les indices boursiers? La réponse est non, on achète les creux, on n'achète pas les tops, évidemment. Voilà. Pas plus de choses à dire, il y a peut-être une toute petite news aussi, voilà, on pourra, bon, je ne l'ai pas ici, bon, c'est pas très très grave. Je vais juste le prendre là, puisqu'on avait toujours ce catalyseur par rapport à ce consensus d'insider vis-à-vis des ETF au comptant, notamment Bitcoin, sur BlackRock. Alors, j'ai vu 900 millions de dollars sur Twitter hier en fin de journée. Je crois que c'était 23h, quelque chose comme ça. Donc là, je vais plutôt prendre en fait le site de BlackRock. Ce sera un petit peu plus simple par rapport au 17 janvier 2024. Actuellement, on est à 700 millions de dollars d'actifs sous gestion. On a une estimation à 2 milliards dans les prochaines semaines. La question, c'est de savoir à quel niveau on va s'y rapprocher. On va s'en rapprocher. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors, je me dis quelque chose. Je me dis que tous ceux qui voulaient acheter, très probablement ont déjà acheté. Ont acheté pour la très grande majorité d'entre eux, quasiment, je pense 100% d'entre eux, OTC. Et je vous explique d'ailleurs pourquoi Grayscale, même si actuellement on a des sorties nettes de près de 1 milliard de dollars sur Grayscale depuis l'apparition des ETF au comptant, et pourquoi il n'y a pas de réelle fluctuation ou de dégradation au niveau du cours de Bitcoin, c'est que c'est fait OTC. En fait, ils ne pourraient pas se permettre de le faire au marché pour violemment en fait, faire dump le marché. Ce serait considéré comme de la manipulation de marché et ce ne sera pas autorisé. Ça, c'est du pénal. Donc il faut absolument... alors, sauf s'il y a un crash et qu'il y a plus suffisamment de collatéral en face, s'il n'y a pas suffisamment de demande, et que c'est dans l'urgence, enfin pas dans l'urgence, mais dans l'obligation de celle le marché. Ils le feront au marché. Mais il faut qu'ils passent par énormément de possibilités avant de le faire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est exactement la même chose de Grayscale. Si vous reprenez en fait en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ils en ont acheté un paquet, ils en ont même acheté un paquet au marché parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de le faire. C'est une obligation. Donc, si on reprend par rapport à leurs 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion vis-à-vis de Grayscale, et vous enlevez 1 milliard, bon, 0,3%, on n'est pas complètement... il n'y a pas 20% des gens qui sont partis de Grayscale, donc
Ils sont probablement contents de leur service, puisqu'ils avaient la possibilité de lock et de partir. Alors, je n'ai pas regardé tous les tenants aboutissants, mais si les gens qui voulaient partir de Grayscale, je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais j'ai pas vu d'informations comme quoi ils ne pouvaient pas le faire, ou qu'ils avaient une période qu'on pourrait appeler de vesting, éventuellement aussi comme dans les ICO. C'est une question qui reste ouverte, bien évidemment. Vous me le direz dans les commentaires si vous avez cette réponse, mais il me semble que les portes ont été ouvertes, donc ceux qui voulaient partir pouvaient partir pour aller se diriger vers d'autres propositions d'ETF. Il y en a 11 maintenant. Ils peuvent très bien aller à peu près là où ils veulent. Ils lead le marché, BlackRock, donc aucun problème avec ça, et on l'a ici par rapport à ce petit tweet de BitMEX Research, par rapport à cette magnifique envolée au niveau de l'ETF Bitcoin, au niveau de BlackRock, et une dégradation assez nette au niveau de Grayscale, mais qui n'a pas réellement d'impact sur le prix à court terme, puisque il y a du collatéral. Donc s'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs en face, et la plupart se font OTC. Et je pense qu'ils continueront à le faire tant qu'il n'y a pas d'excès de marché, tout simplement. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. Je voulais juste vous remettre dans cette condition. C'est peut-être pas aussi rose qu'on pouvait l'attendre, mais j'étais dans mon année 2023, l'année du réel, l'année de retour par rapport à la réalité économique de nos pays, notamment en Europe et aux États-Unis, et je ne l'ai pas vu, donc je ne l'ai personnellement pas joué, même si beaucoup le jouent un petit peu à l'image de Michael Burry. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je fonctionne. J'achète rarement les bottoms et je vends rarement les tops, mais j'attends d'avoir des confirmations sèches pour pouvoir prendre des décisions rationnelles et avisées. Et actuellement, j'ai les yeux du côté de ces indicateurs qui continuent à l'heure où je vous parle à fortement se dégrader, que ce soit par rapport à la création de crédits, notamment aux États-Unis, ou même en Europe. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, moins 60%, notamment sur le secteur immobilier en France, de crédits qui ont été accordés sur les 12 derniers mois. Enfin, c'est moins 60% par rapport à 2020-2021. Auparavant, alors on parle beaucoup de avant Covid, c'est énorme. C'est énorme. Et aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Même si pendant toute l'année 2023, on a vu ces indicateurs-là comme quoi le crédit continuait à affluer, les Américains continuaient à emprunter parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le choix, avec des taux parfois de 23 voire 25%, et que maintenant on est en train d'observer, et ça on le regardera si vous voulez demain lors du live, par rapport à des dégradations et des incidences de paiement, notamment sur carte de crédit et sur prêts hypothécaires, qui continuent à grimper. Alors ce ne sont pas des niveaux alarmants, ce ne sont pas des niveaux qui sont insurmontables, mais la tendance reste croissante. Et malheureusement, on ne pourra très probablement pas durer dans ce sens-là. Dès lors, ça aura très probablement un impact sur l'économie, notamment sur les achats de produits manufacturés ou services, tout simplement, donc biens et services dans sa grande globalité, et ce sera probablement directement impacté par rapport aux résultats au chiffre d'affaires des entreprises. Et ça, c'est quelque chose que je regarde, parce qu'à mon humble avis, Bitcoin et l'ensemble des cryptoactifs ne feront pas exception dans cette incertitude par rapport à un cadre juridique clair qui pourrait inviter et épouser une adoption de masse dans les prochains mois, dans les prochaines années. On a le temps et on sera extrêmement vigilant à ce qui pourrait se passer dans les prochains mois